La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Je peux expliquer les logiciels libres en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Apophthegm, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product. Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort. Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Et je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet. Bienvenue sur 50 Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique. Bonjour et bienvenue dans 50 Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Fabrice Darmon au micro. Pour ce 3e épisode, nous parlons blockchain et communication crypto-financière avec Fabien Aufrechter de chez Havas. En deuxième partie, nous retrouvons nos chroniqueurs pour diverger et converger sur le sujet. Pour l'instant, je suis avec Nicolas Bermond. Nicolas, bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur de l'agence digitale 50a.fr. Et pour notre podcast du mois de mai, on s'intéresse à la transformation numérique des agences de communication. Oui Fabrice, il me semblait intéressant ce mois-ci de traiter en fait la transformation numérique des agences de communication. On a vu il y a déjà 5 ans, les agences de communication, comme les cabinets de conseil ou ESN, se revendiquer à agences digitales, customer, data-centric. Pour comprendre le phénomène, en fait, il suffit de voir la segmentation des investissements publicitaires en 2016. Le digital dépasse la télé, on est à 30% pour le digital, 28% pour la télé. À partir de ce moment-là, je pense que c'est acté, en fait, la com devient digitale. On voit se profiler la prochaine mutation et nous pensons que ce sera la crypto-communication. On a vu en fait depuis l'arrivée de la blockchain en 2009 et le début des ICO, on voit un engouement en fait pour cette technologie et surtout en fait l'avènement d'un nouveau monde. On a l'impression de revivre les débuts de l'internet, quoi. Pour vous expliquer en fait simplement qu'est-ce que la crypto-communication, en fait, c'est comment intégrer la blockchain dans un service et communiquer dans un environnement très hétérogène, sans repères, international, mais à traiter de manière locale. On voit que la plupart des investisseurs en fait dans les ICO sont des Coréens, donc en fait il faut être capable de faire du community management en Corée et en coréen. Le marché est instable, on voit les fluctuations en fait du Bitcoin passer de 8000 à 20 000, repasser à 7000. Et c'est un marché en perpétuel renouvellement. En fait, d'une semaine sur l'autre, la donne change. Donc, il faut être capable en fait de s'adapter de manière très rapide à ces nouveaux enjeux. Nous pensons en fait que c'est le plus grand enjeu pour les agences de communication. Et surtout, dans ces nouveaux modèles, en fait, le plus dur va être de faire abstraction du passé pour imaginer en fait le futur de la blockchain économie. Nicolas, merci. Fabien Aufrechter, bonjour. Vous êtes diplômé d'histoire à la Sorbonne, également diplômé en communication publique au CELSA et vous êtes actuellement responsable de Havas Blockchain. Fabien Aufrechter, racontez-nous la première fois que vous êtes connecté à Internet. Bonjour, je suis un digital native, on va dire ça comme ça, puisque je suis né avec Internet d'une certaine manière, de sorte que aujourd'hui j'ai moins le souvenir de la première fois où je me suis connecté à Internet que la première fois, à vrai dire, où je me suis connecté aux réseaux sociaux et à vrai dire, pour être tout à fait honnête, assez tardivement. Je me suis connecté par exemple à Facebook un peu après tout le monde, je m'en souviens très bien, c'était en Irlande en 2013, et c'est là où j'ai découvert d'une certaine manière ce qu'était un nouvel Internet, un Internet évidemment un peu différent de ce qu'il y avait avant les réseaux sociaux. Moi, je l'utilisais en moteur de recherche ou plus globalement pour de l'information, et qui ouvrait la porte à la création de quelque chose de plus social. Et quel est l'Internet de vos rêves ?
Aujourd'hui, Internet, il est structuré en particulier par tous ces GAFA, et Facebook en fait partie. Et cette structuration, elle est faite sur la data. Alors peut-être que l'Internet de mes rêves, c'est un Internet plus juste, qui n'est pas seulement sur la data, mais sur la valeur. Un Internet qui est aussi plus, non pas contrôlé, non pas régulé, mais peut-être d'une certaine manière autorégulé, en particulier face à toutes les menaces qui pèsent sur lui aujourd'hui. Et l'Internet de vos cauchemars? Justement, parmi ces menaces, la principale dont on a beaucoup parlé, c'est celle des fake news, par exemple. C'est aussi celle des hackings, bien sûr. Je pense que c'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui au plus grand nombre. Et les fake news, cette invasion de faits incontrôlés, d'informations fausses, c'est ce qui inquiète, c'est ce qui fait peur. Fabien Aufrechter, quelle est votre définition de la transformation numérique? Il y a eu plusieurs transformations numériques. Il n'y en a pas une. Il y a eu la première, c'était bien sûr la transformation numérique des entreprises avec le pied dans les années 90-2000 dans l'Internet. La deuxième, avec peut-être les réseaux sociaux, le social media, celle dont je parlais, à savoir Facebook, etc. Et puis aujourd'hui, une transformation numérique qui a un troisième pas, qui est vers la blockchain et puis vers des nouvelles technologies d'intelligence artificielle, etc. Autrement dit, vraiment une véritable transformation d'un business model engendré notamment par le digital, par le numérique. C'est peut-être comme ça que je définirais la transformation numérique. Est-ce que ça veut dire que ça induit une nouvelle économie? Bien sûr, en particulier si on pense à la blockchain aujourd'hui, la blockchain c'est quoi d'abord? C'est une technologie qui permet, comme l'Internet hier, de faire des transactions, mais pas seulement d'informations, mais de valeurs en pair à pair. Et dans ce nouveau modèle économique, dans cette nouvelle transformation digitale des entreprises, on a par conséquent et naturellement, puisqu'on parle de valeur, la création d'une nouvelle économie que j'appellerais, ou qu'on appelle communément l'économie, la token économie, l'économie des jetons. C'est quoi? C'est naturellement, pour faire très simple, j'émets des jetons pour financer un service, j'émets des jetons qui donneront accès à ce service demain, une fois ce service constitué. Si je devais donner un exemple très bête, je donnerais l'exemple de tous ces gens qui vont faire leurs courses le dimanche au supermarché. S'il n'y avait pas de caddie et qu'ils devaient porter tous des packs d'eau à bout de bras, eh bien peut-être qu'un jour ils viendraient tous voir le supermarché pour dire mais comment je constitue j'ai besoin de ce caddie, comment on fait pour le créer ensemble? Et si le supermarché, bon c'est une fiction, avait besoin de fonds pour le financer, eh ben il dirait je vous vends des jetons de caddie, et puis ces jetons de caddie qui seront utilisables une seule fois puisqu'on est dans du service, eh bien très concrètement vous les achetez, le service vous l'aurez une fois que je l'aurai financé grâce à ces ventes de jetons. Et une fois que ces jetons ils sont vendus, je crée le service, j'achète, je construis ces caddies, et puis ensuite, ces caddies, ils sont à vos dispositions grâce aux jetons que vous avez achetés aujourd'hui. Et pourquoi les agences de communication se positionnent sur cette technologie aujourd'hui? Parce que généralement, les gens, ils ne veulent pas créer des caddies. Généralement, ils veulent créer des services qui sont parfois compliqués, des services qui sont souvent, par nature, structurés autour de cette token économie qui est global, qui est international. C'est tout bête, mais aujourd'hui, lorsqu'on veut créer un service à partir de ces tokens, il y a plusieurs choses à prendre en compte. D'abord, ces tokens, ils sont achetés, ils sont échangés digitalement. Mais parce que on les achète avec de la crypto-monnaie, ce qu'on appelle communément cette crypto-monnaie, c'est crypto-actif, c'est de la monnaie digitale. Donc on peut acheter depuis n'importe où. Et donc, si on peut acheter depuis n'importe où, j'en sais rien, le premier marché de la crypto-monnaie, c'est la Corée. Si je suis coréen, que j'habite à Séoul et que je veux acheter ce token, par nature, j'ai envie demain de pouvoir utiliser ce service. Donc, on est sur un business model qui va être très différent de ce qui est aujourd'hui. Parce qu'on s'adresse à une communauté globale, à une communauté engagée jusqu'à la création et l'ouverture du service. Et pourquoi engagée? Parce qu'en fait, demain, lorsqu'on a affaire à ce service, lorsqu'il est constitué, le token, il prend de la valeur, il est coté d'ailleurs sur sa réputation, ce qui est assez intéressant et ce qui répond à la question. Mais j'y reviens dans un instant. Eh bien, ce service, il est immédiatement global et il a de la valeur. Et comme je disais donc, ce token, il est coté sur sa réputation. Et s'il est coté sur sa réputation, il faut la construire, il faut la maintenir, il faut la faire vivre, cette réputation. Et il faut la faire vivre à l'international. Avec des dispositifs complètement traditionnels, de la presse, tout ce qu'il y a de plus économique, traditionnel, j'en sais rien, en France Les Échos, en Corée Shozun, je ne sais pas. Mais concrètement, il faut aussi affronter des nouveaux défis.
parler à ces crypto-investisseurs qui ont des comportements très différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, du social media. Bien sûr, Facebook, Twitter, LinkedIn, bien sûr, Reddit, mais aussi des choses un petit peu plus nouvelles. Telegram, déjà, c'est un peu plus nouveau, tu as de l'engagement sur Telegram. Et puis du Slack, par exemple, et puis d'autres encore, sortes de réseaux sociaux. Mais surtout, on a affaire à des nouvelles campagnes d'engagement. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les campagnes Bounty. Ça sonne un peu comme des barres de chocolat à la noix de coco, mais au-delà de ça, ça n'a rien à voir. C'est quoi? C'est j'engage mon public, j'engage mes clients de demain, ou j'engage ceux qui vont participer à la construction du service, en donnant gratuitement des tokens contre un engagement. Un engagement qui peut prendre plein de formes. Ça peut être participation à des campagnes de débogage, ça peut être participation à la construction de cette réputation. Et moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est se dire qu'on va avoir des campagnes d'ambassadeurs, ces campagnes Bounty, de gens qui vont être engagés jusqu'à la création du service, jusqu'à la vente de tous ces jetons pour pouvoir concrètement répondre à cette question qui est la construction, la co-construction ensemble de la réputation. Une réputation qu'on construit ensemble et dont on bénéficie ensemble. Parce que ce token, il a une force inédite, c'est un peu le pétrole de l'économie de demain, en ce qu'il aligne les intérêts de tout le monde, à savoir les fondateurs, les utilisateurs, les investisseurs, etc. Et ces campagnes à nouveau genre, elles ont une force, c'est qu'elles sont internationales, elles impliquent notamment des roadshows, etc. Mais surtout, et c'est quelque chose d'assez amusant, c'est qu'elles permettent de répondre à ce qu'on a beaucoup lu dans les médias ces derniers temps, à savoir comment je fais de la communication sur quelque chose qui n'est pas forcément régulé. Pourquoi? Parce que les choses qui sont pas régulées, elles font peur. Et elles font peur à qui? Elles font peur en premier lieu à ceux qui régulent, auto-régulent d'une certaine manière l'Internet d'aujourd'hui. C'est qui? C'est principalement les GAFA, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Google, etc., qui interdisent progressivement les publicités. On l'a vu. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que s'ils portent concrètement ces publicités, ils sont d'une certaine manière responsables de ce qui peut être des scams. Et aujourd'hui, on va pas se leurrer, 90%, pour pas dire plus, des ICO, des levées de fonds en crypto-monnaie, sont des scams. Alors, comment on fait pour Vous pouvez définir scam? Arnaque. Tout bêtement, un scam, c'est une arnaque, et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et comment on fait pour créer cette réputation alors que les annonceurs se posent la question, etc., et interdisent pour certains, on l'a vu, Twitter, Facebook, etc., interdisent la publicité pour les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est de créer la confiance, créer la réputation. Et créer la réputation, c'est pas canarder de l'information, c'est expliquer. Et aujourd'hui, il y a un gros besoin de pédagogie, et c'est peut-être aussi pour ça, bien sûr, que les agences ont tout leur rôle, puisqu'elles conseillent. On est d'abord des agences de conseil, ensuite on construit la réputation, et puis on s'appuie sur des partenaires pour tout ce qui est technique, juridique, et puis bien entendu, stratégique. Nous, à Vast Blockchain, par exemple, lorsqu'on accompagne un client, on accompagne avec Blockchain Partner qui fait tout ça, stratégie, technique, juridique, et nous, on construit intégralement, de bout en bout, tout ce qui est la réputation du token, la réputation du business, et puis, bien entendu, la réputation de l'opération. Et Fabien Aufrechter, à votre avis, d'ici 2 ans, quels sont les secteurs qui vont se faire disrupter par la technologie blockchain? Tous les secteurs peuvent être impactés par la technologie blockchain. Comme hier, tous les secteurs pouvaient être disruptés par Internet. Ce sont les mêmes. Mais au-delà de ça, je pense que ceux qui sont aujourd'hui les plus concernés par cette question, qui vont évoluer, qui vont se transformer grâce à cette technologie, c'est tous les secteurs de la mise en relation, tous les secteurs de l'intermédiation, en premier lieu, mais pas que. Aujourd'hui, si je vous donne quelques exemples concrets de tout ce qu'on peut faire avec la technologie blockchain, on voit très bien et très vite ce qu'on va pouvoir disrupter. On va pouvoir redonner confiance. On va disrupter les tiers de confiance. Par exemple, Carrefour crée une blockchain pour, très concrètement, favoriser la traçabilité de leur viande. Première blockchain des poulets. On va avoir, par exemple, en Afrique, la technologie blockchain mise à disposition du cadastre. Pourquoi? Parce que dans un pays qui est plus ou moins instable, et d'ailleurs il n'y a pas que l'Afrique, et la Géorgie aussi qui l'a fait, eh bien on a tout intérêt à avoir gravé dans le marbre, gravé dans le bloc de la blockchain, de manière totalement indélébile et transparente, la dimension, le cadastre. Pourquoi? Parce que si je suis propriétaire terrien et que demain il y a un coup d'État, si on brûle le cadastre
j'ai plus de terrain, j'ai plus rien. Alors que s'il est dans la blockchain réparti entre toutes les personnes qui ont accès à cette information, c'est un peu plus compliqué. C'est plus facile de brûler un cadastre papier que de brûler des milliers d'ordinateurs répartis dans le monde entier. Ça, c'est aujourd'hui. On ne le voit pas forcément, mais ça, c'est aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que ça peut donner ? On va avoir une véritable transformation, une évolution, en tout cas, de tous ces tiers. Alors oui, on parle beaucoup ça va disrupter les banques. On en parle beaucoup. Je pense que ça va surtout les faire évoluer. Parce que de plus en plus, on voit que les banques et puis tous les acteurs tiers, les notaires, etc., vont surtout devoir s'emparer de ces technologies elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ces technologies, elles restent à construire, à co-construire. Et les grandes marques, aujourd'hui, on le voit bien, elles ont surtout envie de participer à cette co-construction en tant que technologie. Ça, c'est la technologie. Et c'est le pied le plus accessible, entre guillemets. Confiance, traçabilité, transparence et sécurité. Mais il y a aussi autre chose, c'est la token économie, comme je disais. Et ça, la token économie, ça remet un petit peu les choses de manière différente. Pourquoi ? Parce que concrètement, pour la première fois, on va avoir des services qui vont avoir une sorte de monnaie interne, ces tokens, ces crypto-monnaies, donc un engagement très fort. Et un engagement très fort, ça veut dire que tous les services de demain, potentiellement, alors peut-être que tous les services, ça s'y prêtera pas, mais disons que techniquement, on peut imaginer, avec une vision un peu futuriste, qu'on peut avoir des tout nouveaux services qui vont adresser les clients d'une manière tout à fait différente, tout à fait engageante. Et si je devais faire de la prospective, j'aimerais dire à long terme, mais en fait, c'est en pleine résonance avec les premiers clients qu'on accompagne nous à Avast, donc c'est assez amusant. Si je devais faire la projection du service de demain, j'aimerais parler en 2 mots de la DAO. En anglais, on appelle ça Decentralized Autonomous Organization, les organisations décentralisées autonomes. Qu'est-ce que c'est ? C'est hier, par exemple, lorsqu'on voulait faire très concrètement de la mise en relation. Alors, prenons un exemple, LinkedIn. Si vous voulez me recruter, vous allez devoir payer LinkedIn pour avoir un compte premium et avoir accès à mon CV et peut-être me recruter. Ça, c'était hier, la création de valeur, elle était dans le tiers de confiance. Demain, peut-être même dans très peu de temps, voire aujourd'hui, on va avoir affaire à cette blockchain qui va être mise au milieu, qui va faire cette mise en relation avec des smart contracts de manière totalement automatisée. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voulez accéder à mes datas, c'est moi qui suis propriétaire de mes datas, et qui vais mettre les règles dans le smart contract. Et je vais dire, pour accéder à mes datas, j'en sais rien, un token. Pour, je sais pas, m'embaucher ou rentrer en contact, 2 tokens. Je dis n'importe quoi. Si vous voulez me certifier, 3 tokens. Encore une fois, c'est une projection. Et du coup, j'aurai plus ce tiers au milieu. J'aurai plus ce tiers qui aura en effet été disrupté. Et si j'ai plus ce tiers-là de confiance, on est dans ce modèle de DAO. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'entreprise au milieu. On est dans du pair à pair, dans du pair à pair de valeur. Et si on est dans du pair à pair de valeur, on est dans une nouvelle économie, on est dans un nouveau modèle qui va pour le coup disrupter vraiment l'économie, et on est dans un web complètement décentralisé, remis en pair à pair, d'individu entre individu, avec bien sûr plein de limites. Parce qu'il y a la question de la gouvernance. Mais cette question, elle est résolue déjà par le token d'une certaine manière. Sans entrer dans le détail, on peut procéder comme dans une sorte de coopérative régulée par ce token. Et puis après, on va avoir d'autres sujets, par exemple, comment je fais évoluer, comment je rémunère les dirigeants, etc. Mais encore une fois, le token, il a le bon ton d'aligner tous les intérêts sur une même chose, une même valeur, cette même réputation. Et par conséquent, de manière très naturelle, on va pouvoir construire ce modèle. Et quand je vous parlais de LinkedIn décentralisé, c'est le premier client qu'on accompagne, c'est Talao, Talent Autonomous Organization. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est déjà dans cette DAO. Et cette DAO, elle est en construction, on les accompagne très concrètement, très simplement dans la construction de la réputation de leur token et de leur modèle à l'international. Pourquoi ? Parce qu'un tel modèle, il peut être utilisé sur tous les marchés des freelances, c'est une bonne illustration, qui sont en résonance en plus, il se trouve avec le marché de la crypto-monnaie, en particulier l'Asie. Et par conséquent, ces nouveaux modèles, ces nouvelles économies, et très concrètement, elles sont à portée de main, et on le voit avec plein d'autres applications, des applications sur les ponts de fidélité. On accompagne aujourd'hui la CIO de Sandblock, nous, Avast Blockchain, mais demain, d'autres choses peut-être encore plus futuristes. Il y en a qui sont assez amusantes. On voit la CIO du Nil, qui avait été imaginée par Peter Thiel au large de la Polynésie pour faire un État autorégulé par, encore une fois, ce token, par un token levé, créé lors d'une ICO, qui permet d'imaginer demain des gouvernances renouvelées, une gouvernance d'Internet renouvelée, un Internet transformé à minima. Fabien Hofrechter, merci.
Vous écoutez 50 Galaxy, deuxième partie podcast avec nos chroniqueurs pour diverger sur la transformation numérique des agences de communication. Je suis en compagnie de Christophe Ducamp, IndieWeb évangéliste, de Robert Vinet, prospectiviste en blockchain, de Paul Richardet, agitateur de communauté, de Pierre Noro, blockchain maker, de Fabrice Eppelboin, spécialiste du digital et du numérique, et de Nicolas Permon, directeur de l'agence digitale 50a.fr. Et je donne tout de suite la parole à Christophe Ducamp. J'ai trouvé ça relativement clair. Il y a beaucoup de choses qui me parlent, comme cette peer-to-peer économie, cette token économie. C'est des choses sur lesquelles je suis très sensible et je trouve ça très futé qu'une agence de com se positionne sur un marché qui, à mon avis, est encore plus qu'émergent. Enfin, vraiment un marché du futur. Que j'ai pas grand chose pour rebondir. J'étais séduit par l'exemple du petit caddie, qui, même s'il adresse une économie, des enjeux d'économie mondiale par rapport à des problématiques souvent qui sont des réalités locales. Et le deuxième point, oui, Carrefour, l'affichage de blockchain. Alors, je sais pas si Carrefour est un client Havas, mais pour moi, Carrefour, là, s'est mis là dans une problème de traçabilité qu'il a traité avec de la blockchain économie. Bon, bravo, mais on sent que c'est plutôt une posture de com corporate. Moi, je suis très très curieux comment Havas va avancer sur le développement de ce marché. Pour le moment, ce qu'on peut sentir, c'est que c'est une posture un peu défensive. Ils sont fait prendre tout le marché publicitaire par les GAFA. Donc c'est clair que c'est tout à fait légitime qu'ils aillent chasser là-dessus. Voilà, à Robert. Prospective, on va dire commune dans la compréhension qu'on a aujourd'hui de cette nouvelle token économie. En réalité, moi je vois deux éléments qui sont pas abordés, et c'est normal dans ce que nous présente Fabrice Fechter. Le premier est le fait que cette token économie deviendra vraiment dominante quand, en réalité, ce qui sera proposé, ce sont les services et pas le fait qu'ils dépendent d'une token économie. L'analogie, pour ceux qui connaissent, c'était donc au début, quand on a créé les blogs, c'était une découverte absolument extraordinaire. Un jour, il y a eu une étude où on interrogeait les gens pour savoir est-ce que vous allez sur des sites web ou sur des blogs. Or, il apparaissait que personne n'allait sur des blogs. En réalité, personne ne savait qu'ils étaient sur des blogs. C'était devenu complètement inclus dans la façon de réfléchir. Et la token économie, il s'agit en fait de la même chose, c'est que son vrai succès, qui devrait arriver très rapidement, va apparaître quand le mot token économie ou le fait que ça repose sur une ou plusieurs blockchains ne sera même plus mentionné puisque ce sera le service qu'on déclinera. La deuxième chose, c'est qu'il y a donc un postulat fait par une grande agence qui dit que ce marché est mondial et tout. Ceci n'est qu'un état de fait transitoire et temporaire. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est allé taper beaucoup d'argent sur des pays d'Asie, la Corée du Sud et tout, mais très très probablement que la prochaine étape très rapide qui va se passer sur la token économie, c'est que dans le fond, ce sera des processus qui sont communautaires, qui pourront très bien être nationaux, et donc en fait, cette espèce d'obligation que nous met une agence, ou le point de vue qu'a une agence comme Havas qui dit que tout ça est mondial, d'après moi, est un tout petit peu surévalué. C'est un point de vue, bien sûr, pour alimenter le débat. Je passe donc la parole à Paul. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était en même temps intéressant et en même temps, j'arrivais pas bien à saisir en quoi ça allait changer les choses. Il nous dit ça va changer. Bon, et puis on comprend pas. Il donne pas forcément les vraies clés. Alors moi, il y a deux éléments que je voudrais rappeler, qui sont connus, mais qu'il faut probablement redire. C'est que d'une part, on passe d'un réseau vertical, centralisé, je dirais presque autoritaire, avec quelqu'un qui garde les clés de l'information et qui la traite ou qui la divulgue comme il veut, à un réseau qui est distribué, qui est éclaté. Et donc, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que d'un corporate vertical, on passe à quelque chose d'horizontal et qui est réparti, alors qui est beaucoup plus diffus, incontrôlable, et même presque, il l'a dit, qui peut poser des problèmes, parce que s'il y a plus de centralité, il y a plus de contrôle et il y a plus de police, si je puis dire. Mais en même temps, il y a une énorme capacité d'interaction, une énorme capacité d'information. Il y a la possibilité de mettre des modèles mutualisés, des modèles ouverts. Et ça, je pense que il le dit pas suffisamment. Il le dit que par le petit bout, et ça me choque un peu.
Et voilà. Donc, qu'est-ce que la blockchain peut apporter et en quoi elle est utile? Parce qu'il suffit pas de la blockchain pour changer les choses, mais en quoi elle est utile? Elle est utile parce que elle trace l'information. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un certain nombre de règles qui sont respectées, les données vont être bloquées, enfin elles sont officielles et on peut les remonter. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès à cette information et elle devient officielle. Donc ça devient non seulement un outil d'interrelation, mais ça devient un outil, un notaire de l'information. Donc elle permet aussi, donc toutes les personnes qui géraient l'information de façon un peu opaque, qui avaient accès à une information d'initié ou à une information prioritaire, si on ouvre, tout le monde aura cette information, donc tout le monde aura la capacité de décider et d'interagir librement. Voilà. Et ça, c'est un danger, mais c'est aussi une chance. Et j'ai pas bien compris où il mettait le danger, où il mettait la chance. Bonsoir. Eh bien, comme notre ami Fabien, je suis un digital native et quand le white paper du Bitcoin est sorti, je n'étais même pas majeur. C'est dire si j'ai grandi dans le même monde que lui, où l'Internet était déjà celui de l'Internet des plateformes, et où la découverte de la blockchain a été quelque chose d'extrêmement rafraîchissant, de voir qu'en fait, il y avait possibilité de co-construire ensemble un monde numérique qui était un peu plus le nôtre que celui de générations précédentes, de grands pontes de la Silicon Valley qui me parlaient pas, parce qu'ils étaient vieux par rapport à moi. Et je dois dire que ce qui est génial, c'est que de voir Havas et travailler avec Blockchain Partner, on voit un poids lourd de la blockchain apparaître en France. Un poids lourd, un vrai canon qui va essayer de projeter nos projets d'ICO et d'ailleurs nos startups vers une envergure mondiale. Ça fait plaisir parce que l'écosystème en France en a besoin. Les startups en France méritent d'être mieux connues. On a de très bons ingénieurs qui forment de très bons projets. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir à placer par rapport à ça. Ce qui me fait peur, parce que quelque chose me fait vraiment peur dans le discours, c'est que j'y vois le triomphe de la réputation sur la technique. Et j'ai pas envie de dire le bullshit, mais un petit peu quand même. Parce que dans crypto-communication, puisque c'était quand même le mot dont on a beaucoup parlé au début de cette interview, la communication doit être au service de la crypto, et pas l'inverse. À partir du moment où la communication éclipse la crypto, on rentre dans un cercle vicieux où finalement on se demande encore de quel côté de ce groupe Havas Blockchain se trouve la scam, puisque on fera vite passer un projet qui est finalement faible techniquement, pas forcément novateur, pour the next big thing, le grand truc qui va tout casser sur la blockchain. Et moi, ça me fait un peu peur. Moi, j'ai envie qu'on me parle technique quand on parle de la blockchain. Alors, peut-être parce que la blockchain, je la travaille au corps depuis plus d'1 an, mais j'ai envie qu'on me parle de protocole de consensus. J'ai envie qu'on me parle de proof of work ou de proof of stake. J'ai envie qu'on me parle plus d'une communauté d'ambassadeurs. J'ai envie qu'on me parle des devs. J'ai envie qu'on me parle des core devs qui sont derrière et de cette communauté qui va se mobiliser non pas pour faire juste connaître un protocole, mais aussi pour le faire fleurir. Parce qu'un vrai protocole se fait connaître uniquement grâce à son white paper. Ethereum, quand il est lancé, c'est les white papers qui font connaître tout ça avant d'avoir une sorte de propagande, une sorte de canon nucléaire de la communication. Alors bonne chance à Havas Blockchain et à Blockchain Partner. Et on attend de voir la technique. S'il vous plaît, promeuvez la technique. Et je passe la parole. Alors moi qui ne suis pas du tout un digital native, puisque j'ai un peu plus du double de ton âge, qui me souvient parfaitement du jour où je me suis connecté à Internet pour la première fois, et plus encore du jour où j'ai créé mon compte Facebook, qui date de bien avant Fabien. Et j'ai accroché sur un mot, sur la réputation. C'est le même mot qui nous a fait tiquer, qui ressemble quand même à une reconversion de la précédente itération de transformation numérique des agences, où on s'inquiétait beaucoup du travail sur la réputation. J'ai du mal à appréhender le concept de réputation dans ce contexte. Ça me paraît un peu à la façon de Pierre, quelque chose qui est de l'ordre de la façade. Quelque chose qui est de l'ordre de la construction, là où fondamentalement ce dont on parle c'est la confiance. Et la confiance c'est un vieux concept, c'est là-dessus que s'appuie tout simplement l'économie, nos systèmes politiques, les monnaies qu'on utilise, et c'est à mon sens ce qui est au cœur du problème dans l'introduction de la blockchain, c'est la transition de la confiance d'un tiers dit de confiance, d'où son nom, vers
un dispositif technique. Et ce que ça ouvre comme possibilité, d'une part de disruption, mais d'autre part de construction. Et j'aurais bien aimé que, à l'occasion de cette énième itération de transformation numérique des agences, on switch de la réputation vers la confiance, vers quelque chose qui est quand même beaucoup plus fondamental, beaucoup moins artificiel, et qui ouvre des perspectives humanistes beaucoup plus intéressantes. Notamment, j'insiste, en termes de construction, pas juste de disruption. C'est sympa la disruption, on adore tout ça, mais construire des choses aussi, ça peut être vraiment sympathique. Sur ces bonnes remarques, je passe la parole à mon camarade et grand maître patron de 50. Ah ben, je peux être que d'accord avec la réputation. Hein. C'est quelque chose qu'on travaille depuis des années avec les Barcamp et réputation. Et on voyait même avec Christophe, rappelle-toi de OpenID, hein, qui était un système de connexion qui voudrait garantir ta réputation. Même l'État a essayé en fait de garantir cette réputation. Je dirais qu'on y a tous cru. Mais en fait, on n'est jamais arrivé. Mais bon, moi, j'espère encore, et je suis plus positif que vous, que peut-être que la blockchain réussira ce travail. Donc voilà, pour ce point de vue réputation. Sinon, je pense qu'un jeune comme Fabien, hein, de 26 ans, va avoir une vision assez globale de la grande image de la blockchain et capable de la vendre aux plus grands patrons du CAC 40. Franchement, je lui dis juste chapeau. Et voilà, chapeau. C'est assez impressionnant. Je pense que ces exemples sont effectivement pas très bons, mais ils sont très pédagogiques. Hein. Si on voit le cadastre, effectivement, le cadastre n'a jamais brûlé, même pendant la Révolution française. Donc, pourquoi il brûlerait maintenant? Et le poulet, effectivement, on se méfie toujours un peu du poulet OGMisé. Vendu en label bio. Mais donc voilà. Sinon, moi, ce que je pense qui n'a pas été dit, c'est que c'est ce côté, en fait, nouvel entrepreneuriat et nouveau financement de projets, et qui ne sont pas que sur des projets internationaux de très grandes entreprises, mais qui est aussi sur des projets de start-up, hein, si on peut encore utiliser ce terme, ou pour des PME. Donc moi, je crois pour la blockchain, pour les startups et les PME. Eh ben merci pour ce premier round. On se retrouve dans quelques instants. Deuxième round de notre podcast partie convergence au sujet de la transformation numérique des agences de communication. Et je passe la parole à Christophe Ducamp. Alors pour conclure, les agences ont un rôle, c'est de transformer aussi leurs clients, leurs grands comptes. Je crois que le premier défi qu'on a pu constater, c'est en termes d'utilisabilité et d'ergonomie, en termes d'adoption sur les wallets de crypto-monnaies. On en est encore à des chiffres infinitésimaux. De mémoire, c'est 60 millions de portefeuilles en crypto-monnaie qui ont été ouverts, ce qui représente encore des tout petits chiffres. Donc on voit bien là que par rapport à des enjeux de l'Internet décentralisé, il y a un énorme enjeu de faire adopter ces nouvelles technologies, et je crois que ce sera suivi par mes confrères. Il y a énormément de travail avant des enjeux de communication à faire sur le sujet. J'arrêterai là-dessus. Merci Christophe. Les agences de communication se transforment, elles bénéficient, elles prennent ce nouveau cheval qui est cette technologie, ce protocole qui est le blockchain, toutes mes excuses. Et il est clair que l'économie, elle, au sens large, se retrouve avec une opportunité. On se retrouve avec une opportunité qui est celle, avec cette technologie décentralisée, de peut-être créer cette nouvelle mouture de l'Internet qui respecte ou qui valide l'anarcho-garantie que nous promettait la première version de l'Internet, c'est-à-dire une communication où tous avaient accès de manière égale, et manifestement, ceci a été un tout petit peu dévoyé, donc on est là peut-être face à une nouvelle opportunité historique. Je dirais assez simplement, la démocratie dans tout ça. Bon. On se rend bien compte que le monde devient de plus en plus compliqué, de plus en plus ouvert, de plus en plus interactif. Là-dessus, l'Internet en met une couche. Après, il y a les GAFA.
à quoi ça sert tout ça, en fait? À quoi ça sert? Où est l'utilisateur? Où est le citoyen? Où est le consommateur? Est-ce que ça va être encore une énième manière de manipuler les foules? Hein? Est-ce que ça va être un moyen de vendre des vieux tapis avec 2-3 capteurs et de la réalité virtuelle? On a une vraie technique qui bouleverse un peu les modèles anciens des serveurs centralisés. On a un système qui permet de travailler en réseau, on peut documenter, certifier les opérations. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va regagner la confiance des citoyens, des utilisateurs, des consommateurs, ou est-ce qu'on va encore faire une espèce d'habillage numérique d'un monde qui reste le même, et on se retrouve avec une ambiguïté majeure qui n'est pas résolue. Moi, je pense qu'il faut beaucoup mieux identifier la source des problèmes et en quoi cette technologie apporte des solutions, et notamment techniques. Je suis entièrement d'accord avec ce constat, et je pense effectivement que la blockchain porte en son sein le potentiel de cette révolution vers un Internet plus démocratique. Mais la clé de voûte pour cette révolution sera de toute façon l'adoption. Et l'adoption, j'insiste, ça passe avant tout par la compréhension de la technique. Alors, investir dans une ICO, c'est bien, surtout quand on espère un retour financier, et les retours financiers, souvent, sont là. Mais ce qui différencie le scam d'un véritable projet d'investissement, c'est bien la compréhension de la tech que nécessite l'adoption. Donc voici mon défi pour Avast Blockchain. Vulgarisez-moi ces protocoles. Faites-moi chanter la tech et arrêtez-moi quand je parle de proof of work, de proof of stake, mais aidez-nous à comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière ces termes un petit peu abscons de techno-punk jeuniste et un petit peu barbant. Avast, voici mon défi. Quand vous parlez à ma grand-mère, ne lui faites pas juste connaître le nom de Talao, faites-lui aussi comprendre en quoi son protocole, son système et sa gouvernance créent un nouveau modèle qui vaut la peine d'être vécu, autant pour elle que pour moi. Il y a un gouffre entre les caddies et des projets comme celui de Talao, et donc j'espère qu'Avast, avec l'aide de Blockchain Partner, en sera l'un des ponts qui va franchir ce gouffre, un pont solide, un pont large et un pont accessible à tous, en tout cas pas juste à un jeune qui bosse dans la blockchain, mais vraiment à toutes les personnes qui vont pouvoir, un jour j'espère, bénéficier de la démocratisation qu'apporte la blockchain. Alors je vais jouer les vieux cons et je vais essayer de replacer la blockchain dans une longue série d'histoires d'amour entre Internet et moi, qui sont passées à travers évidemment les technologies. J'ai eu la chance de connaître Internet avant le web, et ça n'a pas été un coup de foudre au départ. Hein. Vraiment, Usenet, c'est amusant, mais c'était début des années 90, il n'y avait pas de quoi tomber par terre. Et puis, le web est arrivé, et là, tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait un truc fantastique, et ça a été ma première histoire d'amour avec des technologies. Enfin, non, pas mais ma première histoire d'amour avec Internet. S'en est suivi le début d'une grande aventure professionnelle. Et régulièrement, je suis tombé sur des technologies qui m'ont ravivé dans cette histoire d'amour avec Internet, un peu comme dans une vie, on tombe amoureux successivement de plusieurs femmes, avec des histoires qui parfois se terminent bien, parfois se terminent mal. La dernière s'est très mal terminée. La dernière histoire d'amour avec des technologies, c'était les réseaux sociaux. Ça s'est affreusement mal terminé. Elle est partie avec la maison, les enfants, la démocratie, tout. C'était horrible. Mais souvent, ça se termine bien. Je suis par exemple tombé amoureux du logiciel libre. C'est une très belle histoire qui dure toujours. On a toujours d'excellentes relations. Je suis aussi tombé amoureux du peer-to-peer, qui était le premier grand espoir de décentralisation et disruption massive. C'était pas si massif que ça, hein. L'industrie de la musique finalement s'en est remis à notre grand désarroi. Mais c'était une très belle technologie qui portait des germes politiques tout à fait amusants et tout à fait prometteurs. Et puis là, avec la blockchain, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et à nouveau, petite verve, et une histoire qui commence, et un potentiel disruptif fantastique. Alors, j'espère que je ne m'enthousiasme pas de façon excessive. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne, que cette fois-ci, ça va vraiment redéfinir le monde, et pour quelque chose de mieux. Et sur ce, je passe la parole à notre Seigneur et Maître, grand Manitou de Saint-Quentin.
Merci Fabrice, merci à tous les chroniqueurs. Merci à Fabrice, notre animateur qui anime d'une manière très ponctuée. Donc pour conclure, moi je pense que c'est des réelles opportunités pour les agences de communication, même si pour le moment on travaille plutôt la forme que le fond. Hein. Le fond qui est la technique et la forme qui est la forme qu'on connaît. Qui est en fait un peu de répéter des messages, mais cette forme est aussi nécessaire en termes de pédagogie. Donc merci à Fabien Aufrechter d'avoir partagé avec nous en fait sa vision et la position de son entreprise. Malgré tout ça, je pense que la blockchain est surtout l'outil et la technique du futur web décentralisé. Hein. Fabrice en parlait avec ses amours et Internet. Mais vu que c'est basé en fait sur de la crypto, on peut se dire que cette technologie va forcément en fait faire avancer ces droits en fait qu'on a sur l'internet, enfin qu'on estime. Et surtout, ce que je pense, c'est que la token économie, tout ce marché du jeton, va permettre aux PME, aux start-upers d'avoir un financement plus sain, plus global, et aussi une manière de gérer les entreprises beaucoup plus moderne. Donc je suis très optimiste sur ce secteur, et je souhaitais vous dire que chez nous, chez Syngenta, on recrute actuellement des développeurs, des passionnés, et bien sûr, nous recrutons des clients. Merci et au prochain épisode, le mois prochain, le premier mercredi du mois. Merci d'avoir écouté le 3e épisode de Syngenta Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud pour télécharger gratuitement et automatiquement les prochains épisodes. Et rendez-vous le 6 juin prochain.